plus intéressante, c'est comment on va appliquer tout ça au sein de l'entreprise. Hein, comment est-ce qu'on va développer en privacy by design, et comment on va se mettre en même temps en conformité dans l'entreprise. Alors moi je vous propose une chose, c'est qu'on a vu qu'il y avait des données légales et des données sensibles. On a vu qu'il y avait des données qui vous sont confiées par des personnes externes. Mais quid de vos données à vous, entreprise? Moi je vous propose, pour que ça soit plus simple, de tout considérer comme légal, plus de catégories, et de considérer aussi vos données stratégiques d'entreprise en tant que données légales. Donc de profiter de DGPR, de cette obligation, pour aussi gérer vos données confidentielles en tant que données légales, et de les protéger de la même manière. Vas-y, on va. Alors, vous avez au sein de l'entreprise deux types de données. Vous avez les structurées, c'est tout ce qui est dans les bases de données, les file systems. Ça, c'est facile, en règle générale, il y a des droits d'accès, il y a des tables, on sait où sont ces données-là. Et on a vu quand même tout à l'heure que dans la réglementation, vous avez un mois pour répondre aux droits d'un propriétaire, vous avez 72 heures pour répondre en cas d'incident, donc ça veut dire qu'il faut que vous sachiez à tout moment où sont mes données, où sont les données personnelles, où sont les données confidentielles. C'est là où le lifecycle management, ou ceux qui ont du lifecycle management, ceux qui ont une gestion documentaire, ceux qui ont un BPM, enfin un Business Process Management au sein de la boîte, ont déjà quelques longueurs d'avance. Et puis vous avez toutes les données qui sont non structurées, toute la bureautique. Alors ceux qui ont une gestion documentaire qui gèrent la bureautique, ça va, on peut supposer que l'ensemble des données sont là, mais il y en a dans des PC, il y en a dans des mobiles. Et le problème des données non structurées, c'est que généralement l'information personnelle est beaucoup plus riche que dans les bases de données. En règle générale, elle est agrégée, puisque ce sont des documents. Donc là, on trouve dans un même papier un paquet d'informations confidentielles. C'est facile de les dupliquer par diffusion. Forward du message avec ces pièces attachées, ça c'est facile. Je copie sur une clé USB, j'envoie ça sur mon mobile. Ça se duplique, donc c'est vrai, vachement difficile à gérer ça. Et puis il y a un accès qui est lâche, c'est-à-dire qui n'est pas tracé, quoi, qui accède à votre PC à la maison? Vos enfants, pour jouer avec? Vous laissez votre mobile unattended sur le bureau, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient tac 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 farfouiller dedans? Donc ça ne va pas être simple de gérer tout ça. Mais vous devez au moins prouver que vous avez fait des efforts pour le faire. Ok, donc où sont les données? Ça c'est essentiel, à tout moment du cycle de vie des données. Où sont-elles? Qui les a? Qui est responsable? Ça c'est ce que vous devez faire dans la tenue du registre des données confidentielles. Alors, vous avez 12 étapes clés. J'ai repris globalement le PDIM, Plan, Design, Implement, Maintain, qu'on connaît tous, hiérarchique. Okay. Au niveau de la compagnie, vous avez le Plan. Et vous allez avoir une partie du Maintain. Parce qu'il faut aller vite. Il nous reste 6 mois pour être en ordre de bataille. Le temps court, ça va vite. Et tout ce qui est design implement, on va le faire en projet agile. On va le faire en partie agile et en partie itérative et parallélisée. C'est-à-dire qu'on va prendre
business process par business process. C'est-à-dire que dans le plan, vous allez faire un plan de projet. Et on va prendre ensuite chaque business process et on va le faire, ce qui permet de paralléliser ça au sein de l'entreprise et d'aller vite. Donc, première chose, le PIA, le Privacy Impact Assessment, comme disent les Anglais. Général, une cartographie, c'est quelle est la liste des règlements qui sont applicables à ma compagnie et à son secteur d'activité, hormis des GPR. Il y a aussi dans les réglementations applicables, il y a celles que je me suis créées aussi, ma gouvernance d'entreprise, ce que je veux faire. Vous avez ensuite qui sont les parties prenantes. Et il va falloir les catégoriser. Vous avez les gros clients, les petits clients, même si vos devoirs sont les mêmes, vous avez ceux qui ont plus de risques pour l'entreprise et ceux qui ont moins de risques. Donc il va falloir essayer de catégoriser tout ça. Vous avez la cartographie des processus métiers actuels. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais. Alors j'ai un système de vente. Alors, parmi les processus, vous allez avoir le RH. Ah oui, vous avez des collaborateurs qui vous ont donné des trucs. Et vous avez notamment tout ce qui est la déclaration, les déclarations maladie. L'employé qui est malade ou les déclarations accidents, ça sont des trucs dans lesquels il y a des données sensibles que vous devez protéger. Vous avez ensuite, dans la cartographie des processus métiers, n'oubliez pas les tâches manuelles. Bah oui, la réception du courrier, la réception des mails info@mycompany, il y a bien quelqu'un qui gère l'info@mycompany. Vous allez avoir les ordres, je sais pas, les ordres de bourse qui arrivent. Donc tout ça, ça arrive quelque part. Et puis, moi je vous conseille de prendre aussi les bugs qu'on a déjà identifiés dans ces processus, et puis les demandes d'amélioration. Parce que peut-être que ça vaut le coup de refaire ces processus plutôt que de se mettre en conformité qui est peut-être long et fastidieux. Peut-être c'est plus simple de refaire le processus, ou une partie du processus. Vous avez ensuite l'évaluation générale des risques, donc la nature de risque, les conséquences, c'est-à-dire quel est le préjudice pour la compagnie et quel est le préjudice pour les personnes impactées et qu'est-ce qu'elles peuvent faire. En Suisse, il n'y a pas de class action, mais en Europe, maintenant, il y en a, la class action. Donc, en une procédure juridique, vous avez 1000, 2000, 3000 personnes qui vont vous réclamer des dommages et intérêts. Vous avez l'estimation financière ensuite. Combien ça peut me coûter d'assumer tel ou tel risque. Et puis ensuite, vous avez l'éventualité, la probabilité du risque. C'est-à-dire que, est-ce que ça va se produire? Quand ça va se produire? Le risque zéro n'existe pas, mais dire que, je vous disais tout à l'heure, on va se faire hacker, ça c'est sûr, mais on ne sait pas quand. Donc, si c'est demain, tant pis, on sera en poil. Si c'est dans un an, on sera peut-être déjà un peu plus protégé, ça coûtera moins cher. Et donc, ceci amène à une carte générale des risques. Et là-dessus, après, on va pouvoir commencer à travailler, à dire sur quel processus. Donc, on établit un plan de projet, moyen de mise en conformité, budget estimatif. Est-ce qu'on a l'ensemble des outils adéquats? Est-ce qu'on a le personnel adéquat? Est-ce qu'il faut qu'on prenne de la consultance externe, par exemple le DPO qu'on devra nommer, est-ce qu'on sous-traite à une fiduciaire ou à un KPMG ou à un IBM ou à un DPO qu'on a trouvé intéressant sur le marché. On fixe des délais, des priorités, on prend une décision. Ça, c'est le rôle du management. Pour chaque processus métier qu'on va faire, on va d'abord commencer par faire un PIA beaucoup plus approfondi
pour le processus. Hein, c'est-à-dire où je collecte les données. On reste data-centric. Je collecte les données. Est-ce qu'elles me sont fournies par l'intéressé lui-même ou est-ce qu'elles proviennent d'un partenaire quelconque? Si elles proviennent d'un partenaire quelconque, assurez-vous quand même que il y a l'accord du propriétaire des données. Il est peut-être préférable que si ces données vous sont transmises par un tiers, vous demandez directement au propriétaire des données, voilà, un tel m'a communiqué vos données, je vais en faire ceci, cela, est-ce que j'ai votre accord explicite pour le faire? Analyser et proposer un plan de réduction des risques. On va commencer par les risques les plus forts. Hein. Quand je dis risques les plus forts, c'est ce qui vous coûte le plus cher, en termes d'image, en termes de préjudice, etc. On va créer des mesures organisationnelles, un plan d'audit et les tester, et on va déployer progressivement. Il s'agit de faire des itérations relativement rapides, 15 jours, 3 semaines, pour aller vite. Ensuite, on va devoir mettre des policies, des formations, des policies, comment on dit, des codes de conduite, c'est ça, en langage français, des codes de conduite pour former les gens. Attention, vous avez les gens qui vont utiliser les données. Et puis ensuite, on va améliorer, détecter, etc. Ça rentre dans le cadre aussi de la maintenance globale. Donc on va passer pour le PIA. On reste data-centric. Les données confidentielles, lesquelles on a, l'acquisition de ces données, les droits d'accès, le média, le stockage, le traitement, tout, on prend la donnée et toute sa durée de vie au sein des différents traitements de l'entreprise. Et est-ce qu'il y a des traitements conditionnels et automatiques? C'est-à-dire un traitement conditionnel automatique, c'est par exemple la transmission vers le BI, la transmission vers le backup. Ce sont des traitements automatiques. Mais vous pouvez aussi avoir des traitements applicatifs automatiques, c'est-à-dire déceler tous les mauvais payeurs, par exemple, ou tous ceux qui ont un compte négatif. Donc là, il y a des traitements automatiques qui se font. Si tu passes, il y a dans le Business Process Management 4 tâches critiques à gérer pour les données confidentielles. C'est l'acquisition des données, donc qui me les transmet, et c'est le bon moment de la phase d'anonymisation et de la phase du début du registre des données, enfin des données confidentielles. Où sont-elles? Là, on a la source, donc c'est facile de commencer par là. Et ensuite, la restitution des données. Alors, la restitution des données, c'est les queries et les print-out. C'est-à-dire tout ce qui est les requêtes, interrogations, et tout ce qui est les états imprimés. Parce que dans les états imprimés, en règle générale, vous allez avoir le numéro de compte, le nom de la personne, à qui on l'envoie, l'adresse, enfin, etc. Et là, il y a un paquet d'informations confidentielles qui risquent d'être dans ce document. Communication, ça va être, d'une part, les communications automatiques, c'est tout ce qui est backup, transfert ETL, BI, et ainsi de suite. De grâce, ne transmettez pas d'informations confidentielles au BI. C'est mieux. Si lors de l'acquisition, vous avez créé une anonymisation des données confidentielles, c'est-à-dire c'est le dossier XYZ, sachant qu'à côté vous avez dossier XYZ comme on fait, je dirais, dans la banque privée, vous avez après le fichier central, dans le dossier XYZ, c'est Madame Attel qui habite avec son mari à tel endroit, etc., etc. Cette donnée est ségrégée. Et de l'autre côté, vous avez le dossier XYZ. Un hacker qui viendra, il verra le dossier XYZ, pardon, c'est pas exploitable pour lui. Enfin, plus difficilement.
sauf s'il a accès de l'autre côté à qui c'est X, Y, Z. Et ça, il peut l'avoir dans les print-out. Donc il faut faire gaffe. Mais si vous avez anonymisé dans la communication, envoyez les données anonymisées. Dossier X, Y, Z. Pouf, terminé. Pour envoyer d'autres trucs avec. Attention aussi, dans la communication, vous avez aussi tout ce qui est ne pas faire en sorte que les données fassent qu'on devine qui est la personne. Parce que si vous dites, vous nommez pas la personne, mais vous dites, il a été membre de tel club, de telle date à telle date, et il habite à tel endroit, ça va pas être trop compliqué de savoir qui c'est. Hein? Bon. Ou il y a une plaque d'immatriculation temps. Bien sûr, vous n'avez pas nommé la personne, mais enfin, elle est identifiable. Donc, la privacy, c'est ça aussi. Hein? Donc, la communication aussi, c'est tout ce que vous allez communiquer avec vos partenaires, vos sous-traitants. N'oubliez pas que vous en êtes toujours responsable. Donc, et puis l'effacement. L'effacement, pourquoi ? En règle générale, dans le Privacy by Design, on va faire du Secure Delete. C'est-à-dire qu'on va pas faire que du delete, on va effacer réellement. C'est-à-dire que souvent, on va remplacer le delete, c'est pas que la table d'index, hein, c'est qu'on remplace l'emplacement qu'occupait le fichier par des 1 et des 0 aléatoires. Comme ça, on est tranquille. Plusieurs fois. Hein? Et plusieurs fois. Peut-être pas plusieurs fois, mais enfin déjà suffisamment pour brouiller les cartes, quoi. Hein, donc dans le Privacy by Design, quand on dit delete, c'est du Secure Delete. Hein, parce que sinon c'est trop facile à reconstituer. Hein, le forensique, on connaît aussi. Là, il faut se méfier de ça. Les hackers, ils ont des outils de forensique. Hein, bon. Et dans l'effacement, les procédures d'effacement, il va falloir que si une personne vous demande le droit à l'oubli, hein, eh bien, il faut réellement que ça soit oublié. Hein. Donc, n'oubliez pas vos backups, n'oubliez pas les données qui sont à l'extérieur, sous-traitants, n'oubliez pas certains commerciaux qui, dans leur portable, peuvent avoir le client, enfin, etc. Il faut que vous sachiez où sont vos données. Et elles ne sont pas qu'à un endroit, elles sont, une fois dans la compagnie, ça se disperse. Dans les mesures organisationnelles, d'un business process vers un autre, elles vont être souvent communes. Donc ce que devra faire le DPO, s'il est intelligent, c'est de créer une bibliothèque de mesures organisationnelles qui va s'enrichir au fur et à mesure des autres cas que l'on trouve dans les autres processus. Et la mesure organisationnelle qu'on aura prise pour tel processus sera aussi applicable à tel ou tel autre. Donc si on est intelligent, quelque part, on va créer une bibliothèque, un registre des données sensibles et une bibliothèque des mesures organisationnelles qu'on a. Ça facilitera aussi l'audit, hein, parce qu'on n'auditera pas processus par processus, tâche par tâche, mais on va auditer de manière générale. Ok, on va passer à la suivante. L'audit. Alors l'audit, ça va être processus par processus, hein, ou tâche par tâche, mais ça va être aussi général. Hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un système, si on est intelligent, on va faire un système d'entonnoir, hein, dans lequel on va collecter les différents logs de transmission des données, hein, et avec un système un peu d'intelligence artificielle, avec un petit peu de modification de format. En règle générale, dans les logs, il y a la date et l'heure, souvent à la seconde ou à la dixième de seconde. Donc on va pouvoir reconstituer, je dirais, dans du big data, hein, je dirais heure par heure, qu'est-ce qui s'est passé dans l'ensemble des systèmes, et filtrer par différents systèmes, ce qui permet d'aller relativement rapidement. Base de données, c'est plutôt au niveau big data qu'il faut faire ça. On va plutôt mettre en place une... je pense que c'est plus intelligent de mettre du big data, parce qu'il va falloir faire aussi de la recherche, hein, textuelle, et n'oubliez pas que vous avez des délais relativement courts pour répondre aux droits des personnes. Ok.
Culture à confidentialité. Alors, d'abord, vous avez un certain nombre de policies à l'intérieur de la boîte. C'est bien. Il va peut-être falloir les réécrire. Il va falloir aussi exporter ces policies vers vos partenaires. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'acquisition des données. Et pourquoi vous ne laisseriez pas les personnes entrer elles-mêmes leurs données et donner l'accord comme quoi elles vous les ont transmises? C'est plus simple. Laissez-les corriger leurs données plutôt qu'ils vous envoient tout un tas que ce soit vous qui le fassiez dans votre coin. Exportez votre système informatique vers vos partenaires. C'est ça qui est intelligent dans GDPR. Ça vous fera moins de boulot. Hein? Il y a la formation, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir former les personnes. Certification en Suisse, il n'y a pas. J'ai trouvé des certifications GDPR. J'ai regardé un petit peu ce qu'elles avaient. Généralement, c'est des boîtes américaines. Bon, j'ai un certain doute. Il paraît que dans le texte de loi, dans le projet de loi suisse, il y aura des certifications. Mais enfin, jusqu'à présent, il devait y en avoir, il n'y en avait pas. Alors, bon. Hein? Et surtout, le DPO devra faire un plan de prévention. Il vaut mieux être proactif là-dedans. C'est-à-dire un plan de gestion de crise. Si jamais on est attaqué là, comment on va gérer notre communication? Et vous allez avoir une communication aussi à faire. C'est-à-dire que s'il se passe tel événement, tel risque qu'aujourd'hui on n'a pas réglé, hein, s'il arrive, comment on le gère? C'est la crise. La crise. Gestion de crise. Hein. Et puis la communication pour pouvoir communiquer. Parce que c'est l'image de votre compagnie qui est en question. Ensuite, il y a les détections d'incidents. Alors, les détections d'incidents, ceux qui découvrent l'incident ne sont pas forcément les coupables. Ouais, mais souvent dans les boîtes, c'est comme ça. Hein, c'est ceux qui découvrent « Ah, il y a une merde, oh là là, ça va pas !» hein, sont généralement pas les fautifs. Hein, donc, prenez en compte, enrichissez la bibliothèque possible d'incidents, hein, et les mesures organisationnelles sont prises en face des incidents et en face des risques. Donc, il faut comprendre toute cette chaîne. Et peut-être les priorités que vous avez fixées pour tel business process ou pour telle tâche vont évoluer. C'est un jeu permanent. C'est un projet agile. Agile et permanent qu'on va améliorer en continu. Et c'est justement en détectant des incidents, hein, ou en les anticipant qu'on va, je dirais, enrichir, améliorer les choses. Il peut se passer ça. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il ne faut pas être non plus paranoïaque. Hein. L'exercice des droits. Alors, vous avez vu que maintenant, les utilisateurs ont pas mal de droits. Donc, je disais, accès aux données. Si c'est eux-mêmes qui vous envoient les données, soit par des formulaires intelligents, soit par des portails, etc. Mettez en bas, je vous transmets ces données-là de mon libre arbitre. Mettez indiqué sur une page web ou sur un truc, ces données vont être utilisées pour que vous soyez le plus clair possible, le plus franc jeu possible. Hein, si vous dites c'est pour l'usage marketing, soyez plus précis. Mettez des cases à cocher sur voulez-vous vous inscrire à notre newsletter ou les inscrire, oui. Travaillez avec lui, faites-lui confiance à votre partenaire, qu'il soit client-fournisseur. Hein. Faites en sorte que s'il doit corriger la donnée, laissez-lui la corriger. Vous pourrez toujours après, dans le business process que vous avez, vérifier s'il y a une modification ou pas des données. Si vous devez effectuer une tâche 3-4 mois après, je dirais, qui vous ait fourni ces données, pourquoi ne pas lui envoyer soit un mail, soit
une information quelconque en disant les données que vous avez communiquées sont-elles encore exactes? Et puis vous envoyez juste le lien, comme ça lui se connecte. Hein, envoyez pas les données, bien sûr. Hein, mais lui va se connecter, hein, je dirais, à son portail et dire ah bah oui c'est exact, ah bah non j'ai changé d'adresse. Hein, et puis il a oublié de vous informer. Donc faites-leur confiance. Eux ils vous font confiance, faites-leur confiance, ils vont le faire. Et tout ça c'est des trucs que vous n'avez pas forcément à faire. Donc impliquez vos parties prenantes dans vos business process, dans vos processus. Et prévoyez la charge. Parce que si vous avez, c'est pas la même chose si vous avez un propriétaire de données qui vous demande un droit à l'oubli, mais si vous en avez 10 000 que vous devez répondre en un mois, c'est pas le même boulot, quoi. Prenez garde les sous-traitants, les clouds qui ne garantissent pas les données en Suisse. Faites attention aussi aux moyens de communication non fiables. Le mail, si on l'utilise depuis 30 ans, c'est une très vieille technologie. Et c'est par là que viennent la plupart des dangers. D'abord, le mail, c'est une structure qui est vachement facile et que tout le monde connaît. Vous avez tous les copies, les blind copies, le lieu d'où ça a été envoyé, le from, etc. Vous avez la liste des personnes qui sont pratiquement en clair, parce que c'est leurs adresses mail. Vous avez ensuite le contenu du mail et les pièces attachées. Et ça, c'est piece of cake. Et puis là, il n'y a pas de hacking, vous leur avez donné. Ça, et n'oubliez pas que ça transite par des serveurs et vous ne savez pas où sont ces serveurs. Donc le mail, aujourd'hui, pour les informations confidentielles, c'est presque le plus dangereux qui puisse arriver. Donc il va falloir faire autre chose. Les Slack ou les autres systèmes de chat, WhatsApp, etc., c'est tous des clouds qui sont state. Tout est décryptable. Donc ne cryptez que... Enfin, vous pouvez tout crypter, mais c'est un effet retardateur. Donc cryptez que ce qui va dans le domaine public par Internet et les données volatiles. Le reste, ça sera décrypté. Donc, cryptage, c'est une sorte de carapace, si vous voulez, ou d'armure que vous mettez à votre donnée quand elle sort en dehors. À l'intérieur, protégez-la par votre architecture. Architecture technologique, les firewalls, enfin l'ensemble des outils de surveillance, mais aussi par l'architecture de vos données. C'est ça qui est important. Et l'architecture de données, n'oubliez pas la bureautique, n'oubliez pas la messagerie, n'oubliez pas les données non structurées et n'oubliez pas le papier. Bon, la checklist sera longue. C'est long. On va faire appel à tes services pour ça. Et soyez un partenaire éthique, renforcez la confiance avec vos interlocuteurs. Soyez une compagnie easy to work with. C'est ça qu'ils demandent. Et que vous protégiez les données que eux vous confient. Et que vos employés vous confient. Voilà.